في الباج الاولى تاع Hein? الديابو ما راهوش يمشي. نمشيو. اي راه Donc on va حابس. revenir sur. حابس الباج الاولى. Attendez, attendez. On va faire autre chose. Je pense. Dites-moi si ça défile maintenant. Hein, Chop. اوكي. هاكا سي بون راهو جا. Voilà. Donc, donc est-ce que je reprends ou là ou bien je. Dites-moi. تي روبخون استاذ باسكو كنا نسمعوا فيك نورمال. Là, là, est-ce que je reprends là où je me suis arrêté ou là je reprends depuis le début? كوم تي بريفير استاذ باسكو حنا كنا نسمعوا فيك ديجا الصوت كان كاين. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, le cours, vous l'aurez de toute façon. Hein. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit que on a introduit l'arrêt cardiaque. Hein. Donc, c'est cette définition. C'est l'interruption brutale de la circulation avec ou sans interruption de la ventilation. Donc, on va. Voilà. Donc, et je vous ai dit que lorsque vous êtes en présence d'un arrêt cardiaque, c'est-à-dire vous avez pris le pouls, hein, soit carotidien, fémoral, radial, il n'y a pas de pouls, même si la personne elle gaspe, c'est-à-dire elle a une respiration, vous avez l'impression qu'il ventile, mais en fin de compte, il ne ventile pas, c'est une ventilation qui est inefficace, qui ne ramène pas assez d'oxygène vers l'organisme, vers les tissus. Hein. Donc, à ce moment-là, si vous êtes entraîné pour faire une réanimation cardio-pulmonaire, la réanimation cardio-pulmonaire, c'est le massage cardiaque externe, hein, on va le voir tout à l'heure, et la ventilation. Hein. Donc, à ce moment-là, rien qu'avec ça, vous augmentez les chances de survie de vos victimes par 2 ou 3. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un défibrillateur, soit, hein, donc on va voir les différents types de défibrillateurs, vous augmentez les chances de survie de 49 à 75% si on utilise de la défibrillation. Donc maintenant, on va voir les mécanismes de l'arrêt cardiaque. Parce que avant de défibriller, il faut que vous sachiez quels sont les rythmes qui sont choquables et les rythmes qui ne sont pas choquables. Hein. Voilà. Donc, les rythmes choquables, c'est la ventilation, la fibrillation ventriculaire. Hein. C'est une activité électrique d'origine ventriculaire qui est désorganisée, qui est irrégulière, qui a une fréquence et une amplitude aléatoires et anarchique. Et en matière de fibrillation ventriculaire, elle peut être à large maille ou à fine maille. Donc, c'est un rythme qui est incompatible avec la vie et c'est l'équivalent d'un arrêt cardiaque parce qu'il n'y a pas de contraction ventriculaire qui va générer des pressions, hein, elle est compatible avec la vie. Donc voilà, le premier mécanisme de l'arrêt cardiaque, c'est la fibrillation ventriculaire. Donc retenez que c'est une activité électrique d'origine ventriculaire, mais qui est désorganisée, qui est anarchique, qui est de fréquence d'amplitude aléatoire. Vous voyez ici, donc ce n'est pas un rythme sinusal régulier comme on voit avec des complexes, avec une onde P, avec le segment ST, etc. Donc c'est très anarchique et c'est incompatible avec la vie parce que tout simplement, il n'y a pas de contraction ventriculaire. Donc ça, c'est le premier rythme choquable. Le deuxième rythme, c'est ce qu'on appelle la tachycardie ventriculaire. Donc vous voyez, donc au niveau de l'ECG, c'est cet aspect. Donc c'est des complexes QRS qui sont larges, qui peuvent être monomorphes, c'est-à-dire on a un seul complexe, ou polymorphes, et dont la fréquence peut varier entre 100 et 300 par minute. Et ça équivaut aussi à un arrêt cardiaque parce que
il n'y a pas de débit cardiaque effectif. Hein. Donc, en gros c'est les deux plus grands mécanismes d'arrêt cardiaque qu'on peut voir. Et ces deux mécanismes, ils sont choquables, c'est-à-dire on a beaucoup de chances de sauver le malade si on arrive à temps et on fait les gestes qu'il faut, surtout avec la défibrillation. Les rythmes non choquables, ça, donc quand vous mettez vos électrodes et que vous voyez un tracé qui est plat comme ça, c'est ce qu'on appelle la systolie. Hein. Donc, dans ce cas, la défibrillation ne va rien vous donner. Il faut chercher d'autres voies thérapeutiques. Donc, la systolie, c'est une activité ventriculaire qui est absente. Hein. Euh, L'activité auriculaire, elle peut persister euh, et on peut la confondre hein, lorsque ça ressemble à des petites mailles, à une fibrillation ventriculaire, hein, à de petites mailles, très petites mailles. Donc voilà, donc la systolie, c'est un rythme, donc quand vous voyez ça, il vaut mieux ne pas choquer, hein, parce que on va on risque de provoquer des dégâts chez ce malade qui n'en a pas besoin. Et puis, on a, c'est la systolie, et puis on a l'activité électrique sans pouls. Donc, elle ne correspond pas à un rythme cardiaque spécifique. Elle se définit par une absence de débit cardiaque en dépit d'une activité électrique. Quand vous voyez ça, hein, c'est ça, hein, c'est ici. Hein, quand on voit ça, on peut, donc vous avez l'ANTP, hein, donc vous avez le QS et un semblant de ST. Donc on peut se dire que peut-être il y a une activité cardiaque, mais finalement c'en est pas une. Hein. Euh, le pronostic de l'activité électrique sans pouls est sombre, surtout si on a un infarctus du myocarde derrière ça. Donc, surtout les infarctus du myocarde, ils entraînent ce type de tracé. Donc, pour nous résumer, hein, les rythmes choquables, c'est la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire sans pouls. Hein, donc, ça équivaut à un arrêt cardiaque. Et puis, on a la systolie. Hein, la systolie. L'activité ventriculaire est absente. Et puis, on a l'activité électrique sans pouls. Hein, donc, c'est une activité électrique qui ne génère pas de débit cardiaque. Et les personnes qui font ce genre de tracé, généralement, ils ont un mauvais pronostic. Voilà. Les causes de l'arrêt cardiaque, il faut bien retenir ça, il faut connaître avant de commencer à traiter un malade. Hein. Donc, on a les causes accidentelles et les causes non accidentelles. Non accidentelles, c'est 70% à peu près. Donc, 70% des arrêts cardiaques sont dus à la maladie coronarienne. C'est surtout l'infarctus du myocarde, l'IDM. Hein. Mais on peut avoir des valvulopathies, les cardiomyopathies, les troubles du rythme de la conduction. Et puis on peut, un malade qui a par exemple un asthme aigu grave avec une crise continue qui ne cesse pas, il peut avoir un arrêt cardiaque. Et puis on a les causes accidentelles, c'est l'électrocution, c'est l'obstruction des voies aériennes par un corps étranger, c'est la noyade, c'est le suicide, l'intoxication au CO, on n'est pas traité, un traumatisme direct sur le thorax ou quel qu'il soit. Donc, vous voyez, c'est des causes d'arrêt cardiaque qu'on peut voir soit à l'hôpital, soit en extra-hospitalier. Et il faut reconnaître l'arrêt cardiaque et commencer à faire ce qu'on appelle la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, et la défibrillation si on a les moyens de l'avoir. Hein. Voilà. Donc, quels sont
les conséquences physiopathologiques de cet arrêt cardiaque. Là, c'est pour que vous compreniez. Hein, c'est donc il n'y a plus de débit cardiaque, il n'y a plus de pompe cardiaque, il n'y a plus d'oxygène hein, et qui va arriver au niveau des tissus par la disparition du flux sanguin. Et le corollaire de cette absence de flux sanguin et d'oxygène, c'est l'anoxie et la mort cellulaire. L'anoxie et la mort cellulaire. Et si on ne rétablit pas la circulation tout de suite, donc les lésions cellulaires vont devenir irréversibles qui sont dues à l'anoxie. Et comme vous voyez sur cette plaque, les organes qui vont souffrir le plus, c'est le cerveau. Hein, donc, c'est le cœur, c'est le rein et c'est le foie. Donc vous voyez, donc on aura un syndrome de défaillance multiviscérale à la fin. Hein. Donc il vaut mieux, quand on connaît, quand on sait faire les choses, on essaie de sauver la victime coûte que coûte par les connaissances qu'on sait maîtriser. Voilà, donc vous voyez, donc c'est très important. Cette plaque, vous devez l'avoir en permanence dans votre esprit parce que de votre intervention hein, dépend la survie du patient ou de la victime qui est en face de vous. Voilà. Donc, comment faire le diagnostic je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour faire le diagnostic. Hein. Il se fait en moins de 10 secondes. C'est-à-dire, quand vous êtes en face d'une victime, il faut toujours établir le contact. S'il vous plaît, ne parlez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas me perturber. Alors, le délégué, راكم تسمعوا. وي رانا نسمعوا فيك أستاذ. Ok, ça. Parce que j'ai entendu, il y a des gens qui parlent. دايما هذا ان بيرسون راهو يدير هكا أستاذ، دايما في كامل لي سيونس راهو يدير هكا. Ah, ok, très bien. Donc alors, vous devez, même si vous êtes en première, deuxième année, hein, vous devez faire le diagnostic d'un arrêt cardiaque et on va vous le montrer dans les séances de simulation. Donc, il faut toujours établir un contact verbal avec la victime pour évaluer l'état de conscience. Parce que si la victime elle est consciente, elle peut vous aider. Hein? Elle peut vous dire que elle peut vous donner ses antécédents médicaux. Par exemple, moi je suis suivi pour une maladie cardiaque, pour une hypertension artérielle, hein, par exemple, pour un asthme. Donc, il faut évaluer l'état de conscience. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, rechercher un pouls central. Le pouls central, c'est, comme vous voyez, hein, donc, dans la deuxième plaque, c'est, on fait une petite hyperextension de la tête et on cherche le pouls carotidien. Hein, ou bien, si vous ne pouvez pas rechercher ce pouls au niveau de l'artère fémorale, hein, au niveau du pli de l'aine, ou bien au niveau de l'avant-bras, vous recherchez le pouls radial. Mais le pouls le plus accessible, c'est le pouls carotidien et le pouls fémoral. Et puis, il faut apprécier la ventilation. Donc, vous vous mettez comme ici, et vous voyez, donc vous mettez votre oreille au niveau à peu près de la bouche du malade et vous sentez un soupir, ou bien vous voyez les mouvements thoraciques, hein, s'il y a un soulèvement de la poitrine ou pas. Donc, en quelques secondes, vous pouvez faire le diagnostic d'un arrêt cardiaque et de commencer rapidement hein, votre RCP. Et puis, ne travaillez jamais seul. Ne travaillez jamais seul. Il faut toujours appeler à l'aide. Donc, quand vous établissez le contact avec le patient, même s'il répond ou s'il ne répond pas, il faut toujours appeler quelqu'un
pour vous aider. Hein. Comme ça, à deux, vous pourrez régler le problème plus rapidement. Alors, la prise en charge thérapeutique de cet arrêt cardiaque. Son objectif, c'est quoi? C'est le rétablissement d'une activité cardio-circulatoire spontanée et d'une hématose correcte. Donc, c'est rétablir la circulation pour pouvoir ramener de l'oxygène au niveau des organes. Donc, on appelle ça quoi? C'est les manœuvres. Ces manœuvres sont des maillons successifs d'une stratégie de prise en charge appelée la chaîne de survie. Donc, la chaîne de survie, vous devez l'avoir dans votre esprit quand vous êtes en face d'une victime qui est soit la chaîne de survie, elle est valable soit en hospitalier, soit en extra-hospitalier. Parce que même en hospitalier, si vous êtes dans un service d'hospitalisation où il n'y a pas les moyens de faire une RCP, donc vous devez demander de l'aide pour que les gens spécialisés viennent vers vous. Mais si vous êtes en extra-hospitalier aussi, donc vous êtes avec la victime, et puis avec votre téléphone portable, vous appelez le SAMU ou les pompiers. Et puis les gens qui sont autour, qui sont en train de regarder, vous demandez s'il y a quelqu'un parmi eux qui peut vous aider à faire ces gestes de survie. Hein? Donc, la chaîne de survie, c'est tout ça. Hein? Donc, il faut reconnaître et appeler à l'aide. Il faut commencer d'abord le massage cardiaque externe. Hein? Donc, massage cardiaque externe avec ventilation après. Mais surtout, il faut rétablir l'activité cardio-circulatoire. Et puis, il faut défibriller, si vous avez un défibrillateur à côté, on va voir tout ça après. Et puis, il faut appeler les services médicaux d'urgence ou de base, c'est-à-dire les pompiers, hein, qui généralement maintenant, les agents de la protection civile, ils ont des médecins dans chaque ambulance, et puis, ou bien le SAMU. Et puis, mettre votre malade au niveau d'un lit d'hospitalisation pour prendre en charge la période qui vient après l'arrêt cardiaque. Parce que lorsque vous réanimez un arrêt cardiaque, et lorsque vous rétablissez la circulation, les soins ne se terminent pas ici. Peut-être que votre rôle va s'arrêter ici, mais il y aura des soins plus appropriés en post-arrêt cardiaque. Alors, dans les gestes de la chaîne de survie, hein, donc dans les nouvelles recommandations, l'alerte est devenue la priorité avant de débuter les manœuvres de RCP de base. RCP, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Hein. Donc, comme je vous ai dit ici, il faut toujours alerter. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Et l'objectif de la prise en charge thérapeutique, c'est de raccourcir le délai pour réaliser une défibrillation en disposant d'un défibrillateur dans les plus brefs délais. Donc là, je vous perds dans les conditions idéales. Chez nous, c'est autre chose. Mais nous, on est obligé de vous faire des cours parce qu'on ne sait jamais, vous êtes à l'étranger ou je ne sais pas, hein, donc dans un centre commercial où il y a des défibrillateurs disponibles, vous devez savoir les utiliser. Hein. Voilà, donc, quelle est la réanimation donc, on va voir dans un premier temps la réanimation respiratoire. Donc, c'est tout ce qu'on va vous apprendre dans les ateliers de secourisme. C'est comment libérer les voies aériennes supérieures. Donc, quand vous avez une victime qui est allongée sur le sol, on fait parce qu'un malade inconscient, il a la langue qui va tomber au niveau de l'oropharynx et gêner la circulation de l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va
faire une subluxation de la mandibule pour pouvoir relever la langue vers le haut et en avant et libérer le carrefour oropharyngé. Et après chaque manœuvre, on voit si le malade respire. Et puis dans la deuxième plaque, si, donc on va voir tout ça dans les ateliers, si cette manœuvre, la première manœuvre ne suffit pas, on va essayer de faire ventiler le malade au masque avec un ballon réservoir. Et puis sinon, ça sera la ventilation invasive au travers d'une sonde d'intubation et d'un appareil respiratoire. Mais là n'est pas le sujet de notre exposé. Donc voilà, donc sur la voie publique, vous pouvez faire que ça et on va bien vous apprendre à libérer les voies aériennes supérieures la semaine prochaine. Alors, pour ce qui est du massage cardiaque externe, donc il faut toujours mettre votre malade sur un plan dur, hein, et faire des compressions thoraciques comme vous voyez ici. Donc c'est la paume de la main, là, le positionnement, hein, et la dépression, elle doit être égale à 4 à 5 cm, pas plus, parce que vous risquez de briser le sternum et les côtes du patient. Et la fréquence qui est optimale pour générer une circulation, c'est 100 compressions par minute. Hein, donc voilà. Donc la réanimation cardio-pulmonaire, c'est libération des voies respiratoires, hein, et le massage cardiaque externe qui est le plus important parce que il faut toujours rétablir la circulation. Toujours. Voilà. La défibrillation, c'est le vrai sujet, mais il fallait faire un petit résumé sur l'arrêt cardiaque. Hein. La défibrillation, c'est un fait indéniable. Elle améliore le pronostic des arrêts cardiaques. Donc, elle doit être réalisée le plus rapidement possible parce que, comme je vous ai dit, elle améliore la survie des malades jusqu'à 75% et sans séquelles. Hein. Et la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, elle doit être systématiquement débutée dans l'attente de disponibilité du défibrillateur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en face d'une victime d'un arrêt cardiaque, il ne faut pas rester les bras croisés jusqu'à ce qu'on vous ramène un défibrillateur. Non, il faut commencer votre massage cardiaque, votre ventilation et dire aux personnes qui sont en train de vous aider de vous ramener un défibrillateur. Donc, c'est quoi la défibrillation? Hein, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? La défibrillation va délivrer un courant électrique au niveau du cœur qui va entraîner une dépolarisation simultanée des cellules myocardiques. Donc, ça va interrompre l'arythmie et elle va permettre au nœud sinusal de reprendre le contrôle du rythme cardiaque. C'est ça les bases physiopathologiques de la défibrillation. Hein, donc, on va donner une certaine énergie électrique, généralement, hein, tout dépend si c'est un adulte ou un enfant, hein, donc il faut calculer ça, mais avec les défibrillateurs automatiques, donc vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit. Hein. Mais il faut retenir que la défibrillation, elle va délivrer un courant électrique aux cellules myocardiques qui sont en train de faire une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire. Ça va entraîner une dépolarisation du muscle cardiaque et qui va interrompre l'arythmie
et elle va permettre au nœud sinusal, c'est-à-dire le pacemaker tissulaire, de reprendre le contrôle du rythme cardiaque. Il va entraîner une resynchronisation des contractions des fibres du myocarde. Et puis, il va permettre au cœur de battre à nouveau normalement. Donc, maintenant, si votre malade répond à la défibrillation, au lieu de voir les rythmes qu'on a vus tout à l'heure, on va voir le rythme va devenir sinusal, régulier. On va voir l'onde P, le complexe QRS, le segment ST, etc. Toutes les phases du rythme cardiaque. Donc, alors, pour ce faire, on a les défibrillateurs doivent avoir trois caractéristiques communes. Donc, c'est une source d'énergie capable de fournir un courant continu, un condensateur qui peut être chargé à un niveau prédéterminé, et surtout deux électrodes qu'on va voir tout à l'heure, et qui sont placées sur la paroi thoracique du patient de chaque côté du cœur, à travers lesquelles le condensateur est déchargé. Donc, on va voir sur les images, vous allez mieux comprendre. Donc, il faut qu'il y ait une source d'énergie, un condensateur, parce qu'il va condenser l'énergie qui va être délivrée, et deux électrodes qu'on va mettre sur le malade. C'est elles qui sont l'interface pour décharger l'énergie électrique. Mais il faut, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la défibrillation, c'est un courant électrique au niveau du cœur qui va entraîner une dépolarisation des fibres simultanées des cellules myocardiques qui va interrompre l'arythmie. Et puis, cette interruption de l'arythmie va permettre au pacemaker tissulaire, c'est-à-dire au nœud sinusal, qui va reprendre le contrôle du rythme. Voilà. Alors, quels sont les types de défibrillateurs qui sont disponibles et qui vont nous permettre de prendre en charge les malades? Donc, on a les défibrillateurs cardiaques manuels. Ceux-là, on les trouve au niveau des hôpitaux, au niveau des blocs opératoires. Donc, ça existe chez nous. Donc, les défibrillateurs cardiaques manuels, au niveau des services d'hospitalisation, au niveau des blocs opératoires, au niveau des services des urgences, etc. Donc, même s'ils sont manuels, même vous, en tant qu'étudiant de première, deuxième année, plus tard médecin, vous devez savoir utiliser ce genre de matériel. Vous n'avez aucune excuse. Vous devez au moins l'utiliser une ou deux fois dans votre cursus pour pouvoir l'utiliser le moment venu. Donc, alors, comme leur nom l'indique, ces défibrillateurs cardiaques qui sont manuels. Manuels, pourquoi? Parce qu'ils n'analysent pas les troubles du rythme de la victime. C'est au médecin de définir le rythme du patient et c'est un rythme choquable ou non choquable, comme je vous ai montré au niveau des premières diapositives. Donc, ça nécessite un certain apprentissage, c'est-à-dire que vous devez maîtriser la lecture de l'électrocardiogramme, et généralement, quand il s'agit de tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, c'est des diagnostics qui sont assez faciles à faire, surtout si vous avez le contexte. C'est-à-dire que c'est un malade qui a une maladie cardiaque, il a probablement fait un infarctus du myocarde avec une fibrillation ventriculaire, et donc vous allez estimer que le rythme est choquable. Donc, comme vous voyez, les défibrillateurs cardiaques manuels, ils sont utilisés par les médecins. Et par les médecins, si le patient présente un de ces troubles du rythme, c'est-à-dire tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, si l'arrêt cardiaque vient de se produire et si, après 2 minutes de RCP, c'est-à-dire réanimation cardio-pulmonaire, et c'est-à-dire vous n'avez pas de résultat, ou bien vous ne savez pas combien de temps le malade est en arrêt cardiaque, cardio-circulatoire. Donc, retenez que les défibrillateurs cardiaques manuels
n'analyse pas les troubles du rythme de la victime. C'est au médecin de le faire et c'est au médecin de régler l'énergie électrique qui va être délivrée au malade et on doit l'utiliser euh, aussitôt qu'on voit les troubles du rythme ou bien aussitôt qu'on voit l'arrêt cardiaque ou bien même si on ne sait pas pendant combien de temps le malade est en arrêt cardiaque, ou bien on a commencé la réanimation cardio-pulmonaire et au bout de 3-4 minutes, il n'y a pas de résultat, on défibrille. Donc voilà un exemple de défibrillateur manuel. Donc vous avez les électrodes. Là, on met le gel pour ne pas brûler le malade. Hein, et on met les électrodes, une au niveau de l'apex et une au niveau du sternum. Là, c'est pour régler l'énergie électrique. Hein, donc, généralement, un adulte, c'est entre 200 et 300 joules. Chez l'enfant, c'est moins, c'est 100 joules. Ça, c'est les fils hein, pour les mettre au niveau du malade pour avoir le CG au niveau de l'écran. Hein. C'est-à-dire que vous défibrillez au niveau, en tout envoyant le rythme cardiaque. Par exemple, vous avez ici une fibrillation ventriculaire, vous réglez votre énergie à de 300 joules par exemple, vous mettez du gel ici et vous mettez les électrodes au niveau du thorax du malade et là c'est les boutons pour, hein, donc c'est avec les pouces pour délivrer cette énergie électrique et on dit aux personnes qui vous accompagnent de s'éloigner du lit parce qu'il y a un risque d'électrocution. Hein. Donc voilà, donc c'est ça le défibrillateur manuel. Donc, alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il faut appliquer le gel sur le thorax de la victime si on utilise les palettes ou bien sur les palettes. Donc, il faut appliquer les palettes sur le thorax. Donc, l'une au-dessus de la clavicule droite, comme je vous ai dit tout à l'heure, et une sous-axillaire gauche en base du thorax. Il faut charger le défibrillateur. Il faut, comme je vous ai dit, s'assurer de la sécurité. Il faut s'éloigner du patient. Et puis, il faut administrer le choc électrique externe. Il faut analyser le rythme, bien sûr, et sélectionner la quantité d'énergie. Et donc, il faut reprendre immédiatement le massage cardiaque externe sans interpréter le rythme et l'évaluer après 2 minutes. Voilà, donc toujours reprendre l'arrêt cardiaque, il ne faut pas arrêter. Donc voilà comment on fait. Hein. Tout ça, c'est la défibrillation manuelle que vous devez maîtriser. Hein. Donc voilà, c'est les palettes qu'on applique sur le thorax, l'une sous-claviculaire, là c'est basique thoracique. Et donc vous voyez le pouce où est-ce qu'il est au niveau des boutons pour délivrer l'énergie. Hein. Et puis, donc ça c'est on a vu la défibrillation manuelle. Maintenant, le défibrillateur automatisé externe, c'est la défibrillation qui s'est popularisée. Donc, c'est un dispositif qui peut être utilisé même par un sauveteur qui n'est pas professionnel de la santé, c'est-à-dire c'est un défibrillateur qui est utilisable par le grand public. Hein, et l'avantage de cet défibrillateur, c'est qu'il analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre un choc si c'est nécessaire. Hein, donc, c'est nécessaire. Donc, vous n'avez, mais il nécessite l'intervention pas d'un professionnel, mais d'une personne lambda pour mettre les électrodes au niveau du thorax du malade. Hein. Donc, il suffit de l'activer, suivre ses instructions, parce qu'il va vous donner des instructions vocales. Donc, il faut appliquer les électrodes
sur la poitrine du patient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une au-dessous de la clavicule droite à côté du sternum et une en sous-axillaire gauche en bas du thoracique. Donc, et surtout, il ne faut pas interrompre le massage cardiaque, sauf lorsque l'appareil commence à analyser le rythme. Là, si vous voyez qu'il y a un rythme cardiaque au niveau de l'appareil, vous vous éloignez parce que certainement qu'il va délivrer un choc et vous allez vous exposer à un danger d'électrocution. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous indiquer? Il peut indiquer ou non une défibrillation qui sera administrée par le sauveteur qui veille à la sécurité. Donc, comme je vous ai dit, personne ne doit toucher à la victime au moment du choc. Et puis, la RCP doit être reprise immédiatement après le choc. C'est lui qui voit la quantité d'énergie qui, qui sera délivrée, etc. Donc, on a donc, dans les défibrillateurs automatisés externes, on a le défibrillateur semi-automatique, le défibrillateur semi-automatique, c'est-à-dire c'est l'utilisateur qui doit appuyer sur le bouton, c'est-à-dire que lorsque vous mettez des électrodes, comme on a dit précédemment, le défibrillateur va analyser le rythme cardiaque et s'il estime qu'il a besoin d'une défibrillation, de manière vocale, il vous dit appuyez sur le bouton. Donc, et c'est à vous d'appuyer sur le bouton pour que le choc électrique soit délivré. Et puis, on a les défibrillateurs externes automatiques. Donc, on a deux types de défibrillateurs automatisés externes. On a entièrement automatique, donc il n'y a pas d'intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire, c'est lui qui va analyser le rythme et c'est lui qui va délivrer la quantité d'énergie nécessaire. Donc, vous voyez là, vous voyez, c'est la victime qui est en arrêt cardiaque, c'est les électrodes, hein, c'est vous qui devez les mettre ici. Et puis, vous avez le boîtier ici. Hein, et ça, il va vous donner les instructions vocales que vous allez entendre ici. Donc c'est le bouton on-off. Et ça, c'est le bouton qui va délivrer la quantité d'énergie. Dès qu'il voit qu'il y a une nécessité de défibriller, il va vous dire appuyez sur le bouton. Hein, vous allez appuyer. Et puis, il y a des défibrillateurs automatisés externes qui sont full automatiques. Donc, il n'y a même pas ce bouton. Hein. Vous avez juste à mettre les électrodes ici. Hein. Il va analyser et le laisser faire. Si c'est un rythme choquable, il va donner la quantité d'énergie nécessaire. Et dès que le choc électrique est fait, vous continuez votre massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des équipes qui sont mieux fournies en matériel. Voilà. Donc, le défibrillateur automatisé externe, donc, comme je vous l'ai expliqué, il analyse l'activité électrique du cœur de la victime. Il reconnaît une anomalie, il reconnaît l'anomalie du cœur, c'est-à-dire fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire, et il délivre soit, hein, donc s'il est entièrement automatique, soit c'est lui qui délivre l'activité électrique, soit il demande au sauveteur de pousser sur le bouton pour délivrer l'énergie électrique. Hein. Donc, il y a un haut-parleur et puis vous avez un métronome qui rythme les compressions thoraciques du sauveteur. Il y a un accumulateur d'énergie et le bouton. Donc, comme je vous ai montré dans l'image qui a précédé. Donc, c'est pas la peine que vous mettiez le gel, hein, comme dans la défibrillation
manuelle. Donc, les électrodes, elles sont toujours pré-gélifiées, autocollantes avec un câble intégré. Hein. Ils sont à usage unique, elles sont contenues dans un emballage hermétique. Hein. Donc, et toujours dans le boîtier, il y a toujours une seconde paire d'électrodes disponibles en cas de défaillance de la première. Toujours. Hein. Et puis, une fois que vous avez collé les électrodes au niveau du thorax de la victime, donc c'est fini. Hein, vous laissez faire votre défibrillateur externe automatique. Donc, on a vu tout ça. Donc, plusieurs accessoires peuvent être joints au défibrillateur. Ça, tout dépend des fabricants. Vous pouvez trouver des paires de ciseaux pour couper les vêtements du patient parce que une victime, elle peut être habillée, habillée, etc. Il faut dénuder, alors, alors, il faut dénuder la poitrine de la victime. Hein. Vous trouverez au niveau du boîtier des compresses du papier absorbant hein, pour sécher la peau de la poitrine si elle est mouillée ou humide, parce que si vous avez, s'il y a de la sueur, les électrodes ne vont pas s'appliquer sur le thorax. Et puis, si vous avez des poils au niveau de la poitrine de la victime, il y a un rasoir jetable. Donc, c'est tout ce que vous devez avoir au niveau du boîtier. Hein. Alors, donc, soit vous avez un modèle semi-automatique, comme on a dit tout à l'heure, le défibrillateur se charge et va vous demander d'appuyer sur le bouton choc. Et puis, on a un modèle entièrement automatique. Là, il vous demandera de vous écarter pour qu'il puisse délivrer le choc électrique. Donc, voilà ce genre de défibrillateur automatisé. Donc, ailleurs, au niveau des centres commerciaux, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui voyagent à l'étranger, arrêtez cette musique. Pour ceux qui voyagent à l'étranger, vous avez certainement dû voir ce genre de boîtier au niveau des centres commerciaux, au niveau des grandes avenues, des grandes artères. Et c'est comme ça qu'au niveau des États-Unis d'Amérique, au niveau des pays d'Europe, qu'ils ont diminué les décès par arrêt cardiaque en milieu extra-hospitalier en mettant à la disposition du grand public de ces défibrillateurs externes automatisés qui a permis de sauver des centaines de vies. Hein. Parce que si on agit rapidement, si on sait faire les gestes qu'il faut, hein, parce que le défibrillateur automatisé externe, il a une très grande importance. Comme il est placé dans des endroits stratégiques, comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des centres commerciaux, au niveau des grandes avenues, des grands boulevards, au niveau des aéroports, au niveau des gares ferroviaires, des gares routières, là où il y a un croisement important de personnes. Et automatiquement, parmi ces gens-là, il y en a qui font des arrêts cardiaques. Et s'ils ont la chance d'être pris en charge correctement sur le lieu du donc ils peuvent sauver. Hein, donc, et son emplacement, il joue un rôle important parce qu'il doit être visible. Et puis, ces derniers temps, ces dernières années, avec l'intelligence artificielle et l'avancée de l'informatique, dans les pays développés, il y a même une géolocalisation de ces défibrillateurs automatisés externes. Donc, ils sont accessibles parce qu'ils sont géolocalisés et même si vous ne le voyez pas, rien que sur une application, hein, vous pouvez savoir si vous avez un défibrillateur qui est juste à côté. Donc, bien sûr, là, il faut briser la glace et prendre le boîtier et aller au niveau
de la victime pour lui porter secours. Et puis, maintenant, donc c'est un petit algorithme pour vous, hein, lorsque lorsque vous allez faire les travaux pratiques. Donc, comme on a dit tout à l'heure, vous devez examiner la victime, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de réaction, il faut demander de l'aide. Non, c'est très, très, très important. Puis, il faut libérer les voies aériennes et en absence de respiration ou de gasp. Là, le gasp, vous avez l'impression que le malade respire, mais il ne respire pas du tout. Hein. Et puis, quand on appelle de l'aide, il faut, il faut, il faut demander aux gens de vous apporter le défibrillateur euh, automatique et appeler les secours, c'est-à-dire les pompiers, chez nous, hein, je ne parle de notre pays, les pompiers ou bien le SAMU. Vous devez, sur vos portables, etc., avoir ces deux numéros qui sont très importants. Hein. C'est le SAMU local et la protection civile. Et puis commencer rapidement la réanimation cardio-pulmonaire en attendant le défibrillateur. C'est, je vous ai dit, le nombre de compressions qui est optimal, hein, optimal pour générer une circulation sanguine, c'est 100 compressions par minute. Et on peut donner 2 insufflations respiratoires, soit par le bouche à bouche, soit le bouche à nez, etc., soit par le masque facial, un réservoir d'oxygène. Hein. Mais surtout, il ne faut pas interrompre le massage cardiaque externe. Et puis, donc, supposons que vous avez la chance d'avoir un défibrillateur. Donc, si le choc est conseillé, hein, donc soit une défibrillation manuelle, c'est à vous d'analyser le rythme cardiaque. Si c'est une fibrillation auriculaire, vous appliquez les électrodes comme je vous ai dit et vous donnez une énergie de 150 à 200 joules, hein, ou bien 350. Et il faut reprendre immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. Et puis, si vous avez une asystolie, il faut continuer il ne faut pas choquer votre malade parce que vous risquez de lui provoquer des complications et que le choc ne va rien vous rapporter de positif. Donc, il faut continuer à faire votre réanimation cardio-pulmonaire et appeler le service du SAMU ou de la protection civile pour qu'ils viennent transporter votre malade vers une structure spécialisée qui peuvent prendre en charge ce genre de patients. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de la défibrillation. Si vous avez des questions, je peux y répondre ou bien je vous réponds par email ou comme vous voulez. Alors, monsieur le délégué. Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le cours, je vais vous l'envoyer par email? خلاص اوكي دوك نبعثه لك استاذ دونك ما كاينش اللي Voilà. عنده كيسيون يسقسيها البروف Si vous avez des questions, bon, maintenant, si ils ont des questions, ils les écrivent le jour de la simulation, ils les posent. ان شاء الله خلاص اوكي Voilà. Donc ça sera surtout pratique. Hein? La libération des voies aériennes, le massage cardiaque, ça, on va vous l'apprendre le jour de simulation. Est-ce qu'ils ont des questions à me poser? Alors, monsieur le délégué, Oui, monsieur. est-ce qu'on arrête le partage? C'était. Oui, normalement c'est bon استاذ. Merci beaucoup pour la séance. Est-ce que vous avez vu toutes les plaques? Est-ce que ça a été clair? Oui, c'est bon, c'est Est-ce que clair. maintenant vous avez une idée sur l'arrêt cardiaque et la défibrillation? Oui, alhamdulillah.
En وان principe, شاء الله في oui. لا براتيك نزيدو نتعلموا اكثر معك استاذ. ان Ok, très bien. Ah, ok. شاء الله À ميرسي très بوكو او bientôt. ريفوار استاذ. Voilà. Tu m'envoies ton email sur le وي WhatsApp وي ou là, دوك نبعثهولك. je vais t'envoyer le cours. Hein? Ah, ok. À très اوكي bientôt. ميرسي استاذ، Au السلام revoir. عليكم. او ريفوار.